pour votre totale information, nous enregistrons le webinaire pour qu'on puisse le rediffuser par la suite. Il sera dispo. Alors là, c'est la petite minute pub, un peu comme sur TF1 avant de regarder votre télévision, votre film. Donc, le webinaire sera dispo sur l'application Happiness FM. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'abonner, c'est une application qui est simplement à 6 € par mois, qui vous permet, sans engagement, et qui vous permet de prendre soin de votre santé en règle générale, puisque dedans, vous allez retrouver plein de choses comme de la sophrologie, de la méditation, du yoga, de la naturopathie, de la posturologie. Par la suite, on a dans l'idée de rajouter de l'ergonomie, enfin plein de choses, et aussi justement cette fameuse médiation littéraire. Et donc, je me présente, et puis comme ça, je te laisse te présenter après, Laurent, si ça te va. Vas-y. Donc moi, je suis Franck Mansuy. Comme disait Christine tout à l'heure, je suis sophrologue, je suis aussi formateur. J'interviens dans les entreprises pour faire tout ce qui est de la qualité de vie au travail, le bien-être en entreprise, pour faire tout ce qui est de la prévention des risques psychosociaux, avec une petite partie aussi troubles musculo-squelettiques. Et en allant améliorer la qualité de vie au travail, on va aussi faire de la politique RSE. Une partie, un des piliers de la politique RSE. Donc, comme je vous disais tout à l'heure aussi, j'ai l'application Happiness FM qui est destinée aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Et Laurent, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous, donc Laurent Paris, je suis associé gérant du cabinet ECA, un cabinet spécialisé en santé au travail et en RSE. Et on essaie d'être toujours plus innovant et toujours plus à l'écoute des besoins de nos clients. Et c'est l'intérêt de ce webinaire de ce jour, c'est aussi de vous parler d'outils différents, peut-être pas innovants, mais différents pour approcher la question de la qualité de vie au travail, la prévention des risques professionnels et notamment certaines techniques de médiation littéraire. C'est l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui. Ok, super. Alors, juste avant qu'on commence, pour vous informer, je vais juste regarder vite fait, il y avait quelqu'un qui avait mis je crois, un petit commentaire. Alors, ok, Valérie qui n'a pas de son, mais elle va nous rejoindre différemment. Ok. Alors, pour information, donc là, on va dérouler le webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Et ce qu'on fera, c'est qu'on les traitera à la fin. Ça sera beaucoup plus simple pour nous et beaucoup plus fluide. Après, on vous fera aussi participer. Je pense que de temps en temps, on vous posera des questions dedans, histoire de vous faire participer aussi. On est parti, Laurent? Oui. Alors, première question, parce que du coup, aujourd'hui, le spécialiste de ce webinaire, c'est Laurent. Moi, je ne vais faire que l'animateur aujourd'hui. Je suis votre Jean-Pierre Foucault. Non, ça, c'est un peu trop vieux. Cyril Hanouna, non, ça, c'est un peu trop con. Je ne sais pas. Enfin, voilà, je suis votre animateur du jour. Donc, première question. Pouvez-vous, ou peux-tu, s'il te plaît, Laurent, nous expliquer ce que c'est que la médiation littéraire? Quels en sont les objectifs et comment ça fonctionne, s'il te plaît? Bien sûr, Franck, je vais bien sûr vous expliquer ça. Alors, je ne suis pas forcément le spécialiste des médiations littéraires. Je laisse ça à des gens dont c'est vraiment la spécialité. Moi, je me suis formé à des techniques de médiation littéraire et j'ai voulu les exploiter dans le cadre de mes pratiques professionnelles de conseil et notamment la question de la santé au travail, de la qualité de vie professionnelle. Donc, effectivement, on est sur un champ qui est peut-être assez éloigné des pratiques que vous connaissez dans vos entreprises. Moi, je pense que, au contraire, ça a toute sa place. Parler, les mots, le verbe, les échanges, la lecture, tout ça, c'est des savoirs qu'on utilise depuis tout petit. Et je pense qu'ils ont tout à fait leur place en entreprise pour traiter de la question du bien-être. Une entreprise, c'est une entreprise ou une association, une organisation. C'est un lieu où il y a des relations humaines, des relations sociales. On a un projet, il y a des histoires, des conflits, des drames. Il y a toute une petite vie qui s'organise et on se raconte des histoires. On aime bien aussi raconter des histoires. Et finalement, c'est un espace, c'est un lieu d'expression à part entière. Par contre, on constate
que ces relations humaines, ces échanges, ces conflits ne sont pas forcément traités en profondeur ou en sincérité, où on n'est pas forcément à même de toujours exprimer totalement ce qu'on ressent. Et c'est là où effectivement des outils comme ce que je vais vous présenter peuvent aider à utiliser les mots et la parole pour faire émerger un certain nombre de choses. Pas forcément que des choses qui vont pas bien, ça peut être aussi des opportunités de création, d'idéation, comme on dit aujourd'hui, quand on essaie de monter des projets, de les développer de manière créative. Donc, finalement, c'est aussi ça qui va être en jeu. C'est à la fois du vivre ensemble, de l'expression, des espaces d'expression, mais c'est aussi fédérateur dans un collectif. Parce qu'on a coutume de dire qu'on lit plus ou on n'écrit plus. Moi, je pense que c'est pas vrai, c'est pas totalement vrai en tout cas. On le fait de différentes manières, sous différents supports, et ça reste très présent en entreprise. La question, c'est comment on peut le mettre en œuvre. Alors, en ce qui concerne la médiation littéraire, il y a deux mots. D'ailleurs, ont-ils les médiations littéraires? Je vais commencer par le deuxième, c'est littéraire. Littéraire, c'est toutes les formes d'écriture, d'écrit. On peut avoir bien sûr des textes, des livres, mais on a aussi de plus en plus de supports numériques à l'écrit quand on utilise les réseaux sociaux, quand on lit des choses sur Internet. Donc, le genre littéraire, c'est quelque chose d'extrêmement large. Voilà, ça peut être de la chanson, ça peut être des poèmes, ça peut être du théâtre, c'est extrêmement varié. J'ai participé il y a quelques temps à une formation sur comment répondre à un appel d'offres. Et c'était un auteur de science-fiction qui animait cette formation. Vous allez me dire, un auteur de science-fiction, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? En fait, c'est un ancien ingénieur de Boeing qui répondait à des appels d'offres et qui, par ailleurs, est devenu auteur de science-fiction. Et en fait, son idée, c'était de dire, quand on répond à un appel d'offres, on peut aussi sortir des canons et on peut aussi développer de la créativité. Et lui, il avait remarqué que quand il répondait à des appels d'offres de manière standard, ça ne marchait pas forcément. Et quand il intégrait une forme plus innovante de narration, il avait plus de chances d'obtenir le marché. Sa thèse étant de dire, à partir de 20 lignes, c'est déjà de la littérature. Et je pense qu'on écrit tous à un moment un peu plus de 20 lignes. Et la manière dont on l'écrit, c'est aussi à la fois une œuvre de création, mais aussi une manière de se distinguer, de communiquer. Et médiation parce que c'est le lien, en fait, la médiation. C'est le lien, c'est le pont, c'est le passage, c'est la relation. Quand je fais de la médiation littéraire, je me vois aussi comme un facilitateur, un passeur, avec les mots, avec différentes techniques, mais c'est mettre en lien. Donc, grosso modo, c'est quoi? C'est mettre en lien un public très varié, quel qu'il soit, avec des supports littéraires très variés, quels qu'ils soient, à des fins qui peuvent être des fins purement professionnelles, mais qui peuvent être aussi des fins de créativité, de bien-être, de soins quand on va mal. Voilà. Donc, j'essaie d'être complet dans ma réponse, Franck. Voilà, j'ai essayé, voilà. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que moi, je suis convaincu que c'est bon pour les gens. Moi, sans écrire, sans lire au quotidien, je ne serais pas le même. Ça m'apaise, c'est de l'introspection, c'est du temps pour soi, c'est un temps où on s'arrête, on crée de l'imaginaire, on crée une prise de distance avec l'environnement. Ce n'est pas que du savoir et de la connaissance, c'est aussi un temps d'apaisement. Toi qui fais de la médiation, tu vas très certainement voir où je veux en venir. Et donc, c'est ça aussi, c'est importer ça dans l'entreprise qui n'en a pas tout le temps en vérité, parce que tête dans le guidon, et on en a probablement besoin. Voilà. C'est même sûr qu'on en a besoin, parce que moi, quand j'interviens dans les entreprises, le but de mes formations, c'est pas de leur dire, bon, bah voilà, il faut faire tout un tas de choses pour aller bien et tout ça. Non, c'est de prendre des pauses, justement, de prendre un temps pour soi, comme tu dis,
pour faire des exercices de respiration, des exercices de relaxation dynamique, etc. Mais je vois la lecture apporte beaucoup. Moi, je sais que ça m'apporte beaucoup. L'écriture, je sais que quand je suis en vacances, en fait, je m'amuse à écrire. Je le fais pour moi, mais ça me fait un bien fou, en fait. Et on dit aussi que le bras, la main, c'est le prolongement de l'inconscient. C'est pour ça que des fois, on va voir aussi les art thérapeutes, hein, qui peuvent des fois aider à sortir des choses qu'on n'arrive pas à sortir chez un psychologue, par exemple. Écoute, on passe à la deuxième question. Quelle technique de médiation littéraire, parce que là c'est bien, on parle de médiation littéraire pour monsieur et madame tout le monde, toi, moi, enfin ça c'est top. Par contre, là, on est aussi sur un webinaire un peu plus orienté travail, orienté prévention. Là, on a les élèves, hein, du CESI, ils sont en HSE, c'est ça, j'ai entendu tout à l'heure? Ah ouais, j'ai coupé le micro. Donc du coup, ouais, c'est ça. Ok. Donc du coup, l'idée, c'est aussi de donner le lien entre la médiation littéraire. Comment on peut l'apporter dans l'entreprise et dans quel but? Okay, donc, comme toute technique de médiation, on va raisonner avec un lieu, avec un cadre, avec un rituel. Voilà, on va structurer une pratique en tant que telle. Ça, c'est déjà important de l'avoir en tête. Un exemple très simple de médiation littéraire, c'est quand vous vous rendez à la bibliothèque d'une certaine manière pour aller chercher des contenus culturels, des contenus littéraires. Là, on ne va pas être dans ça. Moi, j'utilise principalement 3 techniques pour lesquelles je me suis formé et je suis toujours curieux d'en découvrir d'autres et d'en proposer d'autres, mais pour le moment, j'en ai 3 dans ma sacoche. La première, c'est tout simplement la lecture à voix haute. Ça permet, on imagine, tout simplement de travailler l'expression, de travailler la respiration, de travailler le souffle. Mais c'est aussi déjà une première technique de mise en relation, parce que on peut lire seul à voix haute, mais l'intérêt, c'est aussi d'avoir des pratiques dans des groupes, des pratiques collectives, et donc de pouvoir utiliser la technique de la lecture à voix haute pour être dans du travail ensemble, dans des petites mises en scène, dans des jeux de ping-pong et de découverte aussi des autres par l'intermédiaire de ces séances de lecture à voix haute. L'autre possibilité, ça va être l'atelier d'écriture. Donc là, c'est un autre aspect où dans les lectures à voix haute, comme son nom le dit, qu'on est dans la lecture, ce qui n'empêche pas que pendant que certains lisent, il puisse y avoir des petits ateliers qui se mettent en place d'ailleurs, hein, je précise, parce qu'on peut aussi, pendant que certains lisent ou quand quelqu'un lit, créer, dessiner par rapport à ce que suscite la lecture de l'autre. Mais je reviens donc à ma deuxième technique, qui est l'atelier d'écriture, où là, on est plus dans le cadre de l'écriture. Alors, l'écriture, ce n'est pas de faire des romans, c'est un ensemble de petits jeux d'écriture dit sous contrainte. Donc là, on fait référence au groupe Oulipo ou à Georges Perec, hein, qui sont d'imminents pratiquants de la lecture sous contrainte. La lecture sous contrainte, ce n'est pas quelqu'un qui va vous fouetter pour vous faire écrire, c'est on va créer un système de contraintes dont on pense qu'il va développer la créativité. C'est par exemple, on n'aura pas le droit d'utiliser certains mots ou certaines lettres, ou alors on va devoir se conformer à une certaine forme. Voilà, on ne devra commencer l'écrit que par certains mots, où on devra donner une forme visuelle à ce qu'on va écrire. Donc, l'écriture sous contrainte, en forme d'atelier d'écriture collectif, qui s'adresse à tous les publics, c'est de proposer des exercices qui vont permettre, dans un premier temps, de développer la créativité, de développer le lien, et puis après, en montant en gamme, je dirais, ou en thématisant, aller chercher des sujets plus particuliers. Voilà, parce qu'on peut, par exemple, thématiser un atelier d'écriture
vis-à-vis d'un public donné, parce qu'on a envie que cet atelier soit l'occasion de faire émerger quelque chose de la part du groupe en question. Ça s'adresse vraiment à tous les publics. Ce qui est intéressant dans l'atelier d'écriture, c'est qu'on est en collectif et donc on va partager ce qu'on va produire. C'est-à-dire que chacun a une phase individuelle où il écrit, où il répond à la consigne, et puis s'il le souhaite, eh ben, il va partager en lecture à voix haute avec les participants, avec les autres participants de l'atelier, ce qu'il est à même de produire. Voilà. Donc là, il y a une émulation qui peut se créer, et puis voilà, le lien forcément, parce qu'on est toujours en médiation, donc on va chercher ce fameux lien à la découverte de l'autre et à la découverte de soi aussi, d'une certaine manière. La troisième technique que j'utilise, c'est la bibliothérapie. Alors ça, c'est peut-être moins connu des personnes qui nous écoutent. Donc si on prend les deux mots, bibliothérapie, on imagine que c'est comme quand on va chez le pharmacien et qu'on a mal quelque part et il nous sort le livre et on n'a plus mal au quelque part. Bon. Est-ce que le coup de l'annuaire, ça marche? L'annuaire, oui, mais alors, dans ce cas, il ne faut pas le prendre sur la tête. Oui, c'est ça. Ça risque d'être un peu long. De toute façon, on en voit de moins en moins des annuaires avec la numérisation. Sauf si tu as gardé celui de 72 que tes parents recevaient à l'époque une fois par an. C'est une forme de littérature, un annuaire, d'ailleurs. Je connaissais des gens qui lisaient l'annuaire régulièrement. Voilà. Alors, non. La bibliothérapie, c'est une technique pour prendre soin de soi avec les mots, toujours pareil, au travers de textes, d'extraits de textes qu'on va utiliser en échange, alors soit en consultation individuelle, soit en groupe, en petits groupes, et qu'on va faire lire et susciter des réactions par rapport à ces textes-là. On ne va pas lire un livre entier d'un coup, ça va être un paragraphe, ça va être un morceau d'un texte qui va être volontairement anonymisé, parce que le but du jeu, ce n'est pas de faire un exercice de commentaire de texte comme on faisait à l'école, c'est juste prendre les mots tels qu'ils sont. On ne connaît pas l'auteur, on ne connaît pas le titre, c'est un extrait d'un ouvrage ou d'un article, et on va juste prendre le temps de recevoir ces mots-là et de voir ce qu'ils peuvent susciter en nous. Donc, il y a, dans le cadre de la séance, plusieurs steps de lecture et de réaction par rapport à ce que ces mots nous suscitent. Là aussi, il peut y avoir des jeux de créativité pendant l'atelier ou des jeux de ping-pong entre les participants. Voilà, donc, ce sont trois techniques. On voit bien, il peut y avoir de l'écrit, il peut y avoir de la lecture. Certaines des techniques mélangent les deux, en individuel ou en collectif. Mais c'est aussi l'occasion, comme je le disais, on peut dessiner, on peut improviser, on peut chanter. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise complet. On est là pour exprimer ce qu'on ressent, ses peurs, ses joies, essayer de trouver des espaces de narration différents à ce qu'on peut vivre. Et là, le lien avec l'entreprise est tout trouvé, en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça, on pourrait le faire de son côté, dans sa vie privée, par rapport à ses soucis. Mais l'intérêt de le faire en entreprise, ça va être de, encore une fois, prendre ce temps sur autre chose, sur la production, sur le boulot, mais pour permettre d'aller mieux dans le cadre du travail. Ça, c'est vraiment le challenge. C'est plutôt rare. Je vous avoue que je n'en fais pas quotidiennement de manière intensive, mais on sent qu'il y a une volonté d'aller vers ces pratiques-là, notamment dans les politiques RSE des entreprises. On voit bien qu'il y a de plus en plus la question du sens, la question du besoin de s'exprimer sur le travail. Voilà, on est du registre aussi de l'économie sociale et solidaire, où on va essayer de redonner des espaces autres que purement productifs et qui sont, par effet rebond, favorables à la pratique professionnelle. Parce que ces espaces-là d'expression, si on les réduit trop, s'ils n'existent pas, c'est peut-être au détriment finalement de la performance qu'on peut avoir en entreprise. D'ailleurs, quand tu dis on prend sur le temps de production, oui,
mais quand on sait qu'améliorer la qualité de vie au travail, quand on sait que justement redonner du sens au travail, tout ça, augmente la productivité de 31%, hein, enfin, voilà, au bout d'un moment, on peut peut-être prendre un petit peu de temps, mais c'est un investissement de temps, c'est pas une perte de temps. Donc ça fait du bien à tout le monde. Tout à fait. Après, il y a beaucoup de non-dits en entreprise. Il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas exprimer. Là, C'est hier soir, je discutais avec des salariés dans une entreprise où il s'est passé quelque chose d'assez grave. Il y a eu une bagarre, voilà. Ce qui n'est pas l'effet normal du travail. Et là, on est 6 mois après, quasiment, ça arrivait en début d'année. Et en fait, ça n'a jamais fait l'objet d'un échange. C'est comme si ça n'était pas arrivé, pardon. Voilà. Donc, on a oublié ça, puis on est reparti dans le travail. Or, forcément, ça a laissé des traces. Il n'y a pas eu la possibilité de faire exprimer ce que ça avait suscité chez les salariés. Et là, on est bien dans la médiation, c'est-à-dire la médiation, c'est on trouve le moyen d'aller, mais pas frontalement. Vous voyez, c'est par exemple dans mon exemple, si je dis alors comment ça s'est passé la bagarre, non, on va trouver le détour, le pont, parce que c'est encore aigu, c'est encore douloureux, mais cette médiation par les mots va permettre, par ces petits jeux-là, de faire sortir les choses qu'on a envie de faire sortir, mais qu'on n'ose pas. La dernière fois, j'avais une dame qui me disait, j'ai plein d'émotions en moi, mais j'ai pas envie de les faire sortir. Je pense qu'elle a envie de les faire sortir, mais elle en a peur, elle ne sait pas comment, et c'est sûr que frontalement, ça ne peut pas marcher. Mais il existe des techniques pour que ça puisse émerger et que finalement, on s'en sort plutôt bien à la sortie. J'étais en train de revérifier mes chiffres en même temps. Euh, on sait qu'il n'y a que 11% des salariés qui osent parler de leurs problématiques avec leur RH. C'est très peu. Donc, du coup, en utilisant ce genre de technique, en utilisant la médiation littéraire, ça permet de contourner un peu les non-dits, de contourner les barrières qu'on peut se mettre, et justement d'aller parler du fond du problème et d'aller, si on en parle, c'est comme ça qu'on peut le résoudre. Si on n'en parle pas, là, ça gangrène, quoi. Oui, Oui, puis il y a des mots qu'on n'ose pas prononcer, il y a des mots tabous parce que on en a aussi peur et on s'aperçoit que par exemple dans ces exercices-là, ben, les autres aussi peuvent avoir la même réaction par rapport à certains mots, hein. Je pense que par exemple, on a beaucoup d'éléments de langage en entreprise, on a beaucoup de vocabulaire standard, et tout le monde ne se reconnaît pas forcément dans ça, mais l'utilise. Voyez, bon, oui, mais peut-être que moi, finalement, je suis mal à l'aise avec certains de ces mots-là et j'ai aussi le droit de dire qu'il peut exister d'autres formes d'expression par rapport à ces mots qu'on est obligé forcément d'utiliser. Voilà. Et si on ne les utilise pas, ben, voilà, on est un peu mis en marge. Voilà. C'est aussi important de laisser la place à ces temps d'expression pour que tout le monde puisse, voilà, je dis, vraiment être dans une forme de sincérité par rapport à ses ressentis. je reviens aussi sur, tu disais la technique de la lecture à voix haute. Moi, je me rappelle encore dans ma scolarité, il faut savoir que j'étais très timide. Ça se voit plus maintenant, mais j'étais très timide. Avant, on me demandait en classe de me mettre devant tout le monde, de lire. C'était quasiment impossible pour moi. Je bégayais. Enfin, et à force, en fait, de faire ce travail de lecture à voix haute, bah, petit à petit, je sortais de ma zone de confort, je revenais. Et au fur et à mesure, en fait, il y a la confiance en soi qui commence à arriver. Il y a tout un tas de choses qu'on travaille rien qu'avec ça, en fait, hein. Oui, tout à fait. Moi, je suis convaincu que ces techniques qu'on utilise, elles sont à la fois de l'ordre du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Je pense qu'elles couvrent bien toutes ces dimensions-là. Parce que dans le savoir, ben, effectivement, la confrontation au texte peut toujours nous apprendre quelque chose. Dans le savoir-faire, parce que ce sont des techniques d'écriture, parce qu'on peut améliorer aussi, d'une certaine manière, la manière dont on peut écrire, donc le cas échéant, savoir-être.
voilà, on est de plus en plus amené à communiquer, à se mettre en avant, comme tu le dis, et on n'a pas tous cette préférence ou cette aptitude. Poser sa voix, poser sa respiration, jouer avec les mots, ça donne confiance. Ça donne confiance. Alors, du coup, vous pouvez, si vous avez envie, hein, posez-vous la question là justement sur ce qu'on vient de dire, si ça résonne en vous, et vous pouvez me mettre un petit mot dans le commentaire, dans les chats, comme ça on pourra en discuter après. Mais que ce soit interactif aussi, hein, voir si vous aussi de votre côté vous étiez un peu comme moi mal à l'aise et que finalement bah, la lecture à haute voix peut vous aider aussi à vous sortir de tout ça. En plus, je crois que on a la chance d'avoir des gens avec qui tu as déjà travaillé et on pourra avoir peut-être des petits témoignages, hein, Oui, je c'est crois. volontiers. Bah, on passe à la troisième question, si tu es d'accord. Oui. Donc, troisième question, ça serait quelle technique as-tu utilisée dans le cadre justement de la prévention des risques professionnels et de la démarche QVT, si tu as quelques exemples? Oui, donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer d'illustrer mes trois techniques et comment j'ai pu les intégrer dans tel ou tel cas. Donc les trois sont utilisables. Évidemment, en formation professionnelle. En formation professionnelle, à l'intérieur des entreprises, on, on essaie d'être le plus créatif possible. Et quand ça s'y prête, par rapport aux thématiques, par rapport aux dynamiques de groupe, moi, je n'hésite pas à intégrer dans mes modules de formation les outils de médiation littéraire. Je me rappelle très bien, par exemple, d'avoir dû intervenir en formation sur l'affirmation de soi, justement, tu en parlais, concernant des personnes qui travaillent aux impôts. Voilà. C'est un secteur, peut-être c'est le moment de la déclaration de revenus, donc on va peut-être pas être trop compatissant, mais il faut savoir que les conditions de travail ne sont pas forcément faciles dans ces métiers-là. Et on m'avait demandé d'intervenir sur l'affirmation de soi dans un service qui était particulièrement sous contrainte. Et j'ai utilisé clairement des techniques de bibliothérapie et de lecture à voix haute pour aider à se lâcher prise, voilà, et à favoriser l'affirmation. Et là, on sent effectivement que les personnes sont libérées, notamment quand on est sur des jeux d'improvisation, voilà, où la contrainte va être, par exemple, de partir sur un sujet où on leur demande d'improviser. Et ça, c'est assez formateur. On pourra, oui, je vois que tu pourras aussi J'ai illustrer un autre exemple. ouais, Voilà. alors pour information, vous pouvez cliquer dessus pour l'avoir pour après, parce que la vidéo dure 3 minutes. C'est ça. Vous avez dans le descriptif, vous pouvez donc cliquer dessus pour l'avoir pour après. C'est une vidéo d'illustration de médiation littéraire que Laurent a fait dans un EHPAD, c'est ça? C'est ça. Donc ça, c'est le deuxième exemple que je voulais vous livrer. C'est effectivement là en collectif auprès de soignants. Donc là, on va être des personnes qui s'occupent de personnes âgées en EHPAD, hein, des salariés, aides-soignants, infirmières, et on utilise une technique de médiation littéraire en collectif pour aider les soignants à exprimer leur vécu professionnel en lien avec les personnes âgées. Et les sujets qui vont beaucoup émerger, c'est la question du deuil, évidemment, hein, et autres problématiques purement métier qu'on ne pourrait pas forcément aborder dans le cadre habituel du travail. Et dans le témoignage que vous pourrez visionner, je vois que le lien ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, on va vous le renvoyer, ne vous inquiétez pas, on fera en sorte que ça fonctionne. On voit bien que les personnes, au départ, ne savent pas trop à quoi s'attendre, mais à l'issue de l'atelier, voilà, elles ont compris la mécanique et elles ont vraiment envie de reproduire la séance.
Autre exemple sur lequel on peut travailler ces outils-là, on est sollicité par une collectivité locale dans laquelle il y a une transformation, un projet de transformation. En l'espèce, c'est la fermeture d'un service et la fin d'une histoire, et avec des agents qui vont être redéployés ailleurs. Voilà. Dans un contexte très émotionnel. Donc là, on va utiliser la technique de la bibliothérapie dans le cheminement de pourquoi finalement on doit fermer cet établissement, le bilan qu'on en fait et le passage à l'étape suivante. Donc là, c'est aussi un outil de conduite du changement qui peut être assez utile. Et puis, il y a Valérie qui est avec nous. Donc là, on est à la fois dans le professionnel pour les bénéficiaires, les salariés, et à la fois aussi pour des bénéficiaires en tant que tels. Moi, j'ai eu la chance, et ça m'a vraiment beaucoup plu, d'animer des ateliers d'écriture pour des personnes qui relèvent du dispositif emploi accompagné, des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Et l'idée était à la fois de proposer une animation pour des personnes en situation de handicap, mais à la fois de permettre aux conseillères, c'est-à-dire les dames qui accompagnent ces personnes-là, de pouvoir aller chercher au travers de l'atelier d'écriture, en l'espèce c'est un atelier d'écriture, des éléments sur les personnes accompagnées qu'elles ne pourraient pas forcément avoir par ailleurs. Donc l'idée étant dans le cadre ensuite de l'accompagnement de ces personnes, de disposer d'autres clés pour rentrer en relation et être encore plus fine dans l'accompagnement. On voit bien que là, il y a un double aspect, en fait. C'est à la fois l'atelier profite aux bénéficiaires du dispositif, mais en même temps aux salariés qui travaillent pour ce dispositif. Ça, je trouvais vraiment très intéressant. J'ai un autre projet par ailleurs, mais il est un peu plus difficile à monter. C'est avec des personnes qui accompagnent un public vulnérable. En l'espèce, ce sont des réfugiés ukrainiens. Réfugiés ukrainiens qui sont venus en France l'année dernière, qu'on a besoin d'accompagner. Et donc, on a fait une expérimentation pour utiliser des ateliers d'écriture pour aider les conseillers, les conseillères à accompagner ces personnes en situation plus ou moins précaire du fait de leur arrivée en France dans des conditions pas toujours faciles. Donc, on voit bien qu'on peut travailler différents aspects, des aspects plus d'élévation de la compétence dans la formation, des résolutions de conflits, des résolutions de crises, et puis de l'accompagnement professionnel au quotidien, en EHPAD, par exemple, où ça peut aider à mieux percevoir le vécu professionnel des salariés. Donc, les demandeurs, forcément, bien sûr, les bénéficiaires, ce sont les salariés, mais les demandeurs, ça va être les directions, en fait. C'est les directions eux-mêmes qui vont voir un intérêt à utiliser ces dispositifs-là dans leur stratégie de qualité de vie au travail. Tu parlais de témoignage, Valérie, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'allumer votre micro, de pouvoir apporter un témoignage, parce que j'ai vu que vous pouvez écrire, mais peut-être pas parler. Si vous ne pouvez pas parler, si vous pouvez nous faire un petit témoignage par écrit, puis comme ça on pourra le lire une fois qu'on aura avancé par la suite avec Laurent. Bon, je pense que Valérie n'a pas accès au son. Je te propose qu'on continue. Oui. Et puis, on reprendra le témoignage de Valérie après. Donc, 4e question. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Ah, si, on vous entend. Alors, attendez. J'ai le son, je l'écoute sur le téléphone et je vous réponds avec l'ordinateur. OK. Oui, donc, Laurent, il est intervenu donc, sur 3 de nos ateliers que nous, on a, comme Laurent disait, nous, on accompagne un public de personnes en situation de handicap invisible. Et donc, on a un groupe mensuel qui se réunit tous les mois pendant 2 heures. Et donc, on a eu le plaisir d'accueillir Laurent à 3 reprises. Et ce qui était intéressant donc pour nous, c'est déjà de voir nos bénéficiaires dans un autre contexte en fait, parce que comme disait Laurent,
au début du webinaire, on n'a pas forcément, on perd pour certains l'habitude de pouvoir lire, d'aller à la bibliothèque. Et là, en plus, le groupe mensuel se déroule dans une médiathèque, donc ça fait vraiment d'une pierre deux coups. Donc nous, on a pu les voir différemment, les voir s'exprimer différemment, et c'est également l'occasion de faire un exercice qui est différent pour eux, parce que le passage à l'écrit, c'est vrai que c'était quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude forcément de faire, de pouvoir réfléchir sur certains sujets, et l'écriture sous contrainte, c'est vrai que c'est très intéressant, parce que ça permet en effet de pouvoir cadrer et d'obtenir vraiment des choses différentes de nos bénéficiaires, et pour eux aussi une expression à l'oral aussi, parce que en effet on a écrit quelque chose, donc nous on a un public aussi qui a parfois du mal à s'exprimer à l'oral. Et donc il y a pas mal de bénéficiaires qui ont vraiment joué le jeu, qui ont écrit, qui ont déroulé à l'oral. Et au bout des 3 mois, même tous les mois, on faisait une petite évaluation. Et ce qu'il en ressort, c'est vraiment que c'était positif, c'est que c'était un outil qui leur permettait de pouvoir s'exprimer, et où ils étaient à l'aise, quoi. Donc vraiment une expérience positive. Et puis merci encore à Laurent, parce qu'il est intervenu pour la dernière fois hier. Donc merci encore pour votre intervention. C'est moi. Mais effectivement, merci Valérie. Et ouvert à tous les publics, on voit bien qu'il n'y a pas de problématique. Et on est toujours, moi je suis toujours avec mon regard d'enfant, plus ou moins refoulé, de voir comment les participants sont dans ce lâcher prise et vont, une fois passé le moment d'inconfort, oser. Et il y avait dans ce groupe-là, on a eu des très très belles réussites, et des moments vraiment pleins d'émotions. Je me souviens d'un des participants. J'avais donné un petit exercice à faire entre 2 séances, et il me demande s'il devait le faire en rime. Voilà. Et j'ai trouvé ça formidable, quoi. Et on a toujours des moments comme ça où on sent que les personnes, on a fait le job, en fait. On a compris que c'était bon, et que les personnes allaient pouvoir en profiter, parce que c'est vraiment ça qui est important. Alors, je te propose qu'on continue, parce que si on veut pouvoir prendre quelques questions à la fin, il nous reste une petite dizaine, on va dire une petite dizaine de minutes pour répondre aux dernières. Alors, justement, on a fait le tour un petit peu des différents publics, mais là, l'idée, ça serait de voir vraiment encore cibler sur l'entreprise quels seraient les bénéfices en général et en termes de qualité de vie au travail qu'on peut attendre de ces actions. Oui, je m'étais posé la question effectivement de cet angle-là, et j'avais noté quelques idées. Moi, je pense qu'il y a la question déjà de la prise de temps nécessaire. On peut pas s'engager dans ces dispositifs-là sans que la gouvernance assume le fait qu'on doit prendre le temps pour. Et ce temps-là, ça va être le temps qui permet de faire le bon pas de côté, la bonne prise de distance, de nouer du lien, mais aussi de sortir des sentiers battus. On a un risque en entreprise à n'emprunter que des chemins connus. C'est rassurant, ok, on sait, on s'enferme d'une certaine manière dans certaines procédures. Moi, je crois beaucoup à la créativité en entreprise, surtout dans le contexte actuel où il faut être innovant, flexible. Donc, c'est l'opportunité de prendre ce temps pour réfléchir différemment. Ça, pour moi, c'est un vrai point fort. C'est aussi prendre le temps d'exprimer les choses en dehors de la conflictualité ou de certaines violences qui peuvent exister. Il y a des moments qui ne sont pas toujours agréables en entreprise. On fait aussi ce pas de côté, ce temps-là, pour gérer le sujet en dehors du caractère aigu de la crise ou de l'incident.
Évidemment, on progressera sur la qualité des écrits et de l'expression, on l'a dit tout à l'heure. Donc ça participe de la qualité de vie. Hein. On n'est pas toujours non plus des rédacteurs ou des personnes qui s'expriment de manière idéale ou aisée. Donc il y a aussi un travail à faire là-dessus. Je pense que ça permet aussi de nuancer, de relativiser, voilà, de ne pas toujours foncer droit devant, mais d'avoir aussi le temps d'analyse et prendre le temps de s'ouvrir au monde. Voilà, que voir que l'entreprise, c'est bien, mais qu'il y a peut-être aussi autre chose qui peut être à l'extérieur de l'entreprise, qui peut être intéressant, qu'elle s'en inspire. On va dénouer des tensions, ça j'en suis sûr. On peut gérer aussi des problématiques d'équipe avec ces outils-là. Moi, personnellement, dans mon entreprise, j'essaie de mettre en place des ateliers d'écriture pour les collaborateurs de notre entreprise. Voilà. Ça peut aussi être intéressant de travailler la dynamique collective avec ça. Et je pense que c'est un outil d'inclusion. C'est un sujet très présent dans les entreprises. Il y a de la diversité. Il y a de la diversité culturelle, sociale, sociétale. Je pense que c'est un moyen aussi de faire tomber certaines représentations. Voilà. Parce que voilà, on travaille ensemble au travers d'outils, de jeux, et on travaille l'inclusion. Je parlais aussi de travailler l'idéation, hein, donc c'est le fait de créer en intelligence collective des nouvelles idées. Ça, c'est aussi très propice d'utiliser ces outils-là dans la construction de projets. Et moi, j'aimerais vous poser une question, comme ça, après tout ce que je viens de vous dire, par rapport à une situation que vous avez pu vivre dans votre entreprise. Est-ce que les choses se seraient passées différemment si ce genre d'outil avait existé, était présent? Vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite à la question, mais je vous la laisse pour vous, pour votre réflexion. Mais voilà, si je pouvais avoir ou si j'avais pu avoir dans mon entreprise à un moment où ça ne se passait pas super, ce genre d'outil, est-ce que la situation qui finalement s'est réalisée aurait été différente? Alors, je propose qu'on avance et puis, alors, vous pouvez répondre aux questions, vous pouvez le faire en chat ou vous pouvez vous le garder, puis on va justement vous faire intervenir là d'ici très peu de temps, comme ça pour avoir aussi de l'échange. L'idée, c'est que ce soit aussi interactif et qu'on ait de l'échange aussi avec vous. Alors, j'ai une autre question qui serait comment organiser justement un atelier d'écriture ou des séances de bibliothérapie pour les salariés? Parce que là, c'est comme tu as dit, il faut que ça vienne de la direction, mais comment tu fais pour réussir à mettre ça en place? Bon, déjà, le comment tout simple, c'est vous m'appelez au téléphone, vous m'envoyez un email, ça c'est quand même assez facile à faire. Bon, ça c'était pour la blague. Effectivement, c'est quelque chose qui doit être porté à un moment ou à un autre par la gouvernance de l'entreprise. Maintenant, vous avez aussi des représentants du personnel, hein, qui peuvent être aussi courroie de transmission de ce genre de choses. Vous pouvez l'intégrer dans les cahiers des charges. Demandez à ce que ce soit intégré dans les cahiers des charges des formations auxquelles vous souhaitez participer, parce que je pense que c'est un outil important. Voilà, en tout cas, à la place de salariés, vous pouvez aussi, lors de vos échanges avec vos managers, proposer, expliquer que ça existe et que ça peut être intéressant dans le cadre de l'équipe. Et après, si on a des dirigeants qui nous écoutent, on leur conseille d'intégrer ça dans leur stratégie de politique de qualité de vie au travail, de RSE. Je pense que ce sont des actions de RSE en tant que telles, hein, responsabilité sociétale des entreprises, on en parle de plus en plus. Il y a évidemment un lien avec plusieurs sujets de la RSE qui peuvent être faits et on peut utiliser ces outils-là. Je pense par exemple à une activité de mécénat. On pourrait très bien imaginer qu'une entreprise, dans le cadre de sa stratégie RSE, propose des ateliers d'écriture sur son territoire dans le cadre d'une action de développement local et de mécénat. Pourquoi pas? C'est tout à fait envisageable. Je pense que s'il existe des situations
de risques psychosociaux dans votre entreprise et que vous pensez que l'entreprise elle est en difficulté pour dénouer ça, ça peut être aussi un moyen de le proposer. Voilà. Je pense aussi que on peut les utiliser, encore une fois, en gestion de projet, pour ceux qui ont à développer des projets et qui veulent être encore plus innovants. On peut utiliser des outils de ce type-là, notamment d'ateliers d'écriture, pour favoriser l'innovation et l'idéation. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs aspects qui peuvent être mobilisés, soit par les salariés directement, soit par leurs dirigeants. Alors, et si on faisait un petit exercice en direct avec tout le monde? Moi, ça serait plutôt pas mal. Comme ça, on fait participer tout le monde. Alors, oui, on peut en faire un. Si vous êtes OK, ceux qui sont de l'autre côté, j'espère que vous êtes toujours là et que ça vous intéresse. Il y a une formule que j'aime bien pour s'amuser, c'est l'acrostiche. Est-ce que quelqu'un, s'il ouvre son micro et qu'il sait, peut nous dire c'est qu'un acrostiche? Interdiction d'utiliser Google. Ah oui, bah oui, évidemment. Je vois déjà les jeunes qui sont presque sur leur téléphone, là. Tu vois, les étudiants du CESI sont presque là. Attends, acrostiche, Google, merci, dis-moi ce que c'est. Non, interdit de tricher. Alors moi, j'ai un doute, mais est-ce que ce serait pas quand on prend les initiales d'un mot et on remet un mot à côté? C'est ça, en fait, c'est une formule de style où on prend, par exemple, Aline, votre prénom, on prend la première lettre A et on écrit un mot ou une phrase, et puis ensuite le L, le I, le N et le E. Donc, on commence chaque phrase ou chaque mot par la première lettre, là en l'espèce votre prénom, et on va l'écrire effectivement en vertical, de manière à ce qu'on ait une strophe ou un texte qui se construise. Donc, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, parce qu'on n'a pas tous les mêmes prénoms, hein, et ce qui est heureux d'ailleurs. On a des plus ou moins longs prénoms, et des fois, on a des lettres bizarres dans le prénom. Mais bon, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, si vous avez un bout de papier et un crayon sous la main, et ça vaut aussi pour nos étudiants du CESI, tout simplement d'écrire déjà dans un premier temps son prénom, mais à la verticale, voilà, en utilisant bien chaque lettre. Hein. Donc pour Franck, il va écrire un F, en dessous un R, en dessous un A, un N, un C et un K. Voilà. J'étais en train de regarder les prénoms de nos participants, voir s'il y avait vraiment des lettres, tu sais, genre le Scrabble, mot compte triple. Ouais. Là, ça va plutôt. Là, ça va à peu près, je pense. OK. Et ben, je vous propose d'écrire un acrostiche sur la qualité de vie au travail. Alors, si vous êtes un peu timide ou un peu gêné, vous n'écrivez qu'un mot. Hein, donc, vous prenez la première lettre et puis vous écrivez un mot. Puis pour ceux qui sont un peu plus joueurs, vous pouvez écrire carrément une phrase. Hein. Et ce n'est pas obligatoirement en rime, hein, je le précise. Donc, si vous avez envie d'écrire un acrostiche sur la qualité de vie au travail, ce que vous inspire la qualité de vie au travail, c'est à vous de jouer. Donc là, il y a la petite musique comme dans le chiffre et des lettres. Hein, pour, Je l'ai pas et je peux pas mettre de musique, je crois. Je peux chanter si tu veux. Mais si je chante, je pourrais pas faire mon acrostiche. Alors, fais ton acrostiche et puis moi, j'occupe le terrain. Alors, j'espère que tout le monde voit ce que c'est que la qualité de vie au travail.
Et donc, si on va au bout de la logique, quand on a écrit son acrostiche, le but du jeu, c'est qu'on en fasse profiter les copains. Donc, quand quelqu'un se sent, il peut très bien ouvrir son micro et nous dire le résultat de sa création. Allez, je vais lancer le truc, comme ça va aider les gens. Merci, Franck. Alors, sachant que là, je l'ai fait un peu à la va-vite. Là, c'est le moment, tu sais, où je cherche les excuses de dire ça va pas être top et tout ça. Hein. Donc, félicitations à vous pour votre engagement envers vos collègues. Réalisez vos rêves, améliorez vos relations, négociez votre salaire, célébrez votre victoire. Et le cas, j'ai mis klaxon. Klaxon. Ah Oui, je sais pas, c'était le petit côté. Super. Alors, klaxon, c'est en plus un outil qu'on utilise. C'est un Oui. outil numérique qu'on peut utiliser en création. Donc, super. Bah, très belle acrostiche. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Ah, on a des étudiants du CESI. Attention, c'est parti. J'ai vu un visage. Là, les étudiants sont partis, là, je crois. Ils sont motivés. Ah. J'avais coupé le micro, Christelle. Il y a quelqu'un qui est en train peut-être d'écrire quelque chose, en fait. Christine qui met. Alors, Christine, c'est donc la QVT. Ah, vous pouvez ouvrir le micro, hein, ça sera même encore mieux. Parce que je ne peux plus l'ouvrir, le micro, là. Je l'ai coupé tout à l'heure. D'accord. Alors, j'ai pas forcément tout. Le prénom, je ne sais pas quel est le prénom. Ça commence par un L, le prénom, non? C'est pas ça? Louise. C'est Louise. On n'arrive pas à ouvrir le micro. Ça y est, c'est bon. C'est fait. Donc, c'est pour Louise, oui. OK. Merci. Est-ce qu'elle peut nous le lire quand même Alors, j'ai mis la QVCT, oui, c'est bien utile, indispensable même si vous voulez garder vos employés. Pour Louise, du coup. Super. Bravo. Super. Merci. Super. C'est tout à fait exact. Hein. Ça devient même une nécessité hein, quand on dit pour garder les employés. Moi, j'aime bien l'expression, j'avais dit attirer les pépites et garder vos trésors. Oui. On a Véronique qui a levé la main. Allez-y, Véronique, faites-nous votre acrostiche. Alors là, maintenant, je vais le dire, mais à toutes les sauces, l'acrostiche. Je vais le placer dans tous les trucs. Alors, je me lance, parce que j'ai un prénom qui est long quand même. Hein. Donc, j'ai mis vérité. Allez, juste, il y a Emmanuel qui. Excusez-moi, je vous coupe. Avant qu'Emmanuel s'en aille, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on allume nos caméras et qu'on se fasse une petite vidéo, une petite photo souvenir pour la suite pour nous? Emmanuel, Sylvana, Aline, Véronique, Valérie, je ne sais pas si vous avez la possibilité, je crois que comme ça, je fais une petite photo, comme si Emmanuel est pressé, il peut partir après. Est-ce que Sylvana et Marie il faut prévenir les gens à l'avance, hein, parce que tu peux les mettre dans des situations inconfortables. Ouais. On a nos étudiants aussi qui sont. Ouais. Oui. Ouais. Bon, et ben vous êtes prêts, vous êtes prêtes. 1, 2, 3, un grand sourire. Attendez, je recommence parce qu'on a Emmanuel qui est revenu là. 1, 2, 1. Alors, c'est bon, Emmanuel? 1, 2, 3, sourire. Je vérifie que c'est bon. Comme ça, je laisse Véronique faire son acrostiche. Alors, j'ai écrit vérité et engagement dans les rapports aux autres et toujours rechercher les opportunités qui nous permettent d'identifier ce qui favoriserait la qualité de vie au travail pour chacun d'entre nous. Bravo. Bravo. Là, on a une figure de style dans la figure de style, parce qu'en fait, vous avez fait une phrase en complète, c'est ça, hein, C'est j'allais dire
Alors avant de partir aussi, on a un petit cadeau à la fin aussi par rapport à l'appli. Donc vous partez pas comme ça. C'est trop tard. Emmanuel est déjà parti. Valérie, allez-y. Alors, je vois que le micro n'est plus coupé, mais on l'entend pas. On vous entend pas, Valérie. Non, ça ne marche pas. Ok. En tout cas, je vais écrire. Oui, Okay. allez-y, écrivez-le, ça sera plus facile. Voilà, illustration de ce qu'on peut mettre en place. Voilà. Voudriez-vous me dire comment vous vous sentez? Amenez vos idées pour avancer. Laissez votre parole se libérer. Oui. Exprimez vos idées. Relation, intention, imagination. Intégration, telle est la question. Et ensemble, améliorons l'activité. Bon. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il y a un vrai alignement des planètes aujourd'hui, comme on dit, dans les entreprises. Je pense que, je ne veux pas faire le sachant, mais je pense qu'il n'y a jamais eu autant l'opportunité et l'envie que les salariés puissent exprimer comment ils vivent l'entreprise, comment ils vivent le travail. Je sens ce mouvement très, très présent. Peut-être qu'il y a eu l'effet Covid, peut-être parce qu'il y a de nouvelles générations avec d'autres attentes qui viennent au travail. Mais je sens qu'il y a un vrai mouvement là d'expression, de volonté d'expression. Et je pense que ces outils-là ont un vrai avantage à ce titre-là. Et puis, encore une fois, lire et écrire, je pense que c'est vraiment bon pour la santé. C'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour la santé physique. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment mon mot de la fin. Il y a une opportunité et je vous le recommande parce que c'est vraiment une démarche qui est saine. Eh bien, tu vois, on a réussi à tenir le timing. Alors, si jamais il y a des questions, c'est le moment. Hein. Et en attendant que vous posiez vos questions, je vous ai affiché là une petite affiche. Si vous scannez le QR code, vous aurez un petit formulaire qui vous donne un code pour avoir accès à l'application Happiness FM pendant 1 mois gratuitement. Sachant qu'après, c'est un abonnement à 6 € par mois qui est sans engagement. Donc, du coup, vous pouvez tester le premier mois, puis après, continuer ou pas continuer. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous invite à scanner le QR code, à remplir un petit formulaire que vous allez avoir, et puis après, à télécharger l'application. Et je mettrai après les coordonnées de Laurent aussi, une fois que… Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est que Laurent était parfaitement clair. Super. Alors, je vais mettre maintenant. Voilà. Si vous avez besoin, vous avez les coordonnées de Laurent, les miennes aussi. Donc, on est à la disposition des entreprises pour pouvoir venir améliorer la qualité de vie au travail. Il y a chacun de nous avec nos cordes. Et justement, ce qui est bien, c'est que comme on a des cordes différentes, si vous nous faites intervenir ensemble, on va faire un beau morceau d'une belle harpe. Des belles cordes vocales. Ou des belles cordes vocales, si oui. Ouais, moi, je voyais vu que les miennes ne sont pas forcément très mélodieuses, je voyais plus une harpe, tu vois. Bon, bien écoutez, messieurs, dames, ravi d'avoir pu échanger avec vous.
Laurent, merci pour toutes ces bonnes choses que tu nous as enseignées aujourd'hui. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une belle après-midi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux. Hein, vous avez vu, on est sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, même sur YouTube. Vous nous suivez sur les réseaux et vous verrez, il y a d'autres webinaires. On en a fait un il y a 3 semaines avec Laurent sur les TMS et la qualité de vie au travail, sur le TMS et la sophrologie. On en a fait on a fait la fresque de la RSE avec Christine Morin. On avait fait aussi la qualité de vie au travail et la RSE. Voilà, on fait plein de webinaires, on fait plein de bonnes choses qui se retrouvent justement dans l'application. Ben, écoutez, messieurs, dames, une belle après-midi à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux. Merci pour les petits pouces. Merci.